Il est 6h du mat et à l'occasion de Polytech, nous avons retrouvé François Demeurdilat, directeur général d'Ecominero, pour faire un état des lieux sans langue de bois sur la REP PMCB. Alors installe-toi confortablement, choisis ta boisson chaude préférée et profite de l'épisode qui va suivre. Bonjour à tous, on est aujourd'hui à Polytech sur le stand Ecominero pour réveiller le BTP et pour faire un point sur la REP. Et pour ça, j'accueille François Demeurdilat, le directeur général d'Ecominero. Bonjour François. Bonjour Nicolas. Ça me fait vraiment plaisir qu'on puisse faire ce point puisqu'on a déjà eu l'occasion de discuter avec Ecominero de la REP à différentes années, différents points de timing sur cette REP. Et sauf que là, aujourd'hui en 2025, il se passe beaucoup de choses à ce sujet et c'est, je pense, le meilleur moment de faire preuve de transparence et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Avec plaisir. Déjà, on va parler de ce qui s'est passé en janvier. Il y a eu la gratuité de reprise sur les déchets. Beaucoup d'artisans se posent la question, est-ce que quelque chose a vraiment changé depuis janvier? Ils ne se rendent pas forcément compte. Qu'est-ce que tu peux leur répondre et qu'est-ce que tu peux nous expliquer de ce qui s'est passé depuis janvier? Ouais. Alors au 1er janvier 2025, on a mis en place la gratuité. Donc ce qui a changé, c'est qu'en fait, on soutient à 100% la reprise des déchets sur des points de collecte qui sont en contrat avec Ecominero. Et tous les déchets bien triés, les déchets inertes bien triés, sont censés être repris gratuitement pour tous les apporteurs. Nous, très concrètement, on a vu un effet boost incroyable sur tous les points de reprise. Dès le mois de janvier, on a collecté plus d'1 million de tonnes de déchets inertes du bâtiment. Donc c'est une tendance, quand on arrive à 1 million de tonnes par mois, c'est une tendance assez impressionnante. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on va, dans nos prévisions, on pense que sur 2025, on va très largement dépasser les 12 millions de tonnes, ce qui était au-dessus de nos objectifs initiaux. Et donc si on fait un petit bilan de ce qui marche, ce qui bloque depuis janvier 2025, de votre point de vue, vous, éco-organisme qui collectez ces déchets, ce qui marche, c'est la collecte, puisqu'on voit qu'il y a un nombre de tonnes de déchets inertes qui a été récupéré. Oui. Et de votre point de vue, qu'est-ce qui est encore un peu bloquant sur ce sujet de récupération des déchets? Aujourd'hui, en fait, c'est la qualité des matériaux qui est importante. Alors, c'est pas bloquant, c'est juste qu'il faut qu'on fasse progresser la filière. Aujourd'hui, on a des flux qui sont collectés, pas forcément triés très fins entre la céramique, la terre cuite, le béton. Dans la famille des déchets inertes, pour bien recycler les matériaux, il faut vraiment qu'on sépare le plus possible toutes les natures de matériaux. Donc ça encore, on peut vraiment progresser. Et c'est là-dessus qu'on va communiquer dès 2026 pour justement accentuer le tri. Mais il fallait d'abord qu'on passe par cette étape de massification, d'atteindre nos objectifs en termes de quantité et de nous assurer qu'on arrivait bien à collecter à peu près 90% du flux de déchets inertes en France. Et pour atteindre justement cette gratuité, cette reprise et ce système d'éco-responsabilité entre producteurs, utilisateurs et repreneurs, il y avait tout un modèle économique qui a été mis en place sur plusieurs années, donc avec des impacts pour les artisans, pour les producteurs, etc. Oui. Aujourd'hui, il semble que ce modèle économique est un peu fragile. Oui. Déjà, quel est votre point de vue là-dessus et comment on pourrait améliorer ce modèle économique? Alors, très clairement, nous on a mis en place une éco-contribution au 1er mai 2023, quand on est rentré dans la phase opérationnelle de la REP PMCB. Et on n'a pas changé cette éco-contribution depuis le 1er mai 2023. Pas d'augmentation, pas d'inflation. Et on a réussi à financer donc l'année 2023, 2024 et 2025 avec ces échos de contribution. Mais avec le succès de la REP, en fait, on a beaucoup plus de tonnes qui arrivent et donc notre modèle financier, c'est que nous on rémunère les gestionnaires de déchets à la tonne collectée. Donc plus il y a de tonnes, plus on doit les rémunérer. C'est logique, hein, c'est la proportionnalité avec le service rendu. Et donc en fait, effectivement, cette année en 2025, on est un peu victime de nos succès. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de tonnes, donc beaucoup de charges, et les éco-contributions qu'on avait mis en place, elles ne permettent pas aujourd'hui de couvrir totalement nos charges. Donc il y a besoin de rééquilibrer la filière pour nous permettre qu'elle soit pérenne dans le futur et que donc on ait bien une filière équilibrée financièrement. Ça, c'est vraiment l'enjeu. Et du coup, quand on discute avec toutes les parties prenantes, il y a deux possibilités quand vous avez un budget qui est pas à l'équilibre. Soit vous augmentez les produits, les prix, donc l'éco-contribution, soit vous baissez vos charges. Et donc nous on avait un scénario qui était un peu mixte, parce qu'effectivement il y a des possibilités de réduire un peu nos charges, et puis on avait prévu d'augmenter, dès le début on avait prévu d'augmenter nos éco-contributions, sauf que là en fait on arrive dans un moment où le secteur du bâtiment est quand même
Sous tension. Sous grosse tension. Grosse tension. On a fait 3 troisième d'affilée de baisse du marché, moins 5% dans la vente de matériaux de construction. Ça fait 3 ans. Et pour 2026, les prévisions sont toujours pareilles, c'est toujours moins 5%. Donc aujourd'hui, tout le monde est hyper tendu. La guerre sur les prix de vente des matériaux, elle est hyper tendue. Et donc là, si nous on arrive en disant coucou, on augmente les éco-contributions, là les acteurs disent non, ça ne va pas passer, c'est pas soutenable. Alors ça, le mot soutenabilité, c'est le grand mot aujourd'hui qui a été repris également par la ministre de l'Environnement. Et il faut que cette REP soit soutenable pour tous les acteurs et notamment pour les acheteurs finaux de matériaux pour que le prix des matériaux reste soutenable dans le monde de la construction. Et en termes de solutions pour rendre ce modèle économique plus soutenable justement, est-ce qu'il y a des propositions qui viennent des éco-organismes? Est-ce qu'il y a aussi, vous, à votre sens, des choses qui peuvent être poussées par les différents acteurs, que ce soit les producteurs, que ce soit les organismes nationaux, ou est-ce que vous aussi vous êtes force de proposition là-dessus pour apporter autre chose qu'une augmentation, une diminution des éco-contributions? Parce que pour le coup, ça, malheureusement, avec un budget qui doit être à l'équilibre, c'est pas là-dessus, on aura une variable la plus ajustable. Oui, alors déjà, nous, on est missionné par nos actionnaires et nos administrateurs pour vraiment essayer de maintenir l'éco-contribution la plus stable possible. Donc c'est vraiment le sujet aujourd'hui sur lequel on se bat. Et les propositions qu'on fait, en fait, c'est de dire qu'il faut qu'on oriente davantage nos soutiens vers les sujets qui en ont le plus besoin. Et aujourd'hui, en fait, une grosse partie de nos soutiens financiers va rémunérer la gestion des déchets qui viennent de gros chantiers de démolition. Et aujourd'hui, on nous dit, en fait, c'était les déchets qui posaient le moins de problèmes au système puisqu'ils étaient bien suivis, bien tracés. Et donc, en fait, il serait plus intéressant de baisser le soutien financier sur ces gros flux qui viennent de chantiers de démolition et plutôt essayer de maintenir la gratuité du déchet sur les déchets ménagers, parce que les ménages ont besoin d'aide et de soutien pour bien trier leurs déchets et faire en sorte qu'ils amènent bien leurs déchets aux déchetteries publiques, et aussi aider davantage les artisans, donc ce qu'on appelle nous les petits détenteurs de déchets, pour qu'ils aient un dispositif adapté de proximité qui leur permet de bien trier leurs déchets inertes du bâtiment. Donc de ce fait, aujourd'hui, ce qui est en train d'être discuté avec toutes les parties prenantes, c'est revenir sur la reprise gratuite pour les flux, les déchets de matériaux dits matures et notamment sur les gros chantiers de démolition où là finalement cette gratuité elle n'est pas forcément nécessaire. Ok, là c'est vraiment sur un rapport de volume, éco-contribution, on rééquilibre tout ça. Ouais. Ça c'est rentré dans le cadre, cette réflexion elle est rentrée dans le cadre du moratoire qui a eu lieu cette année. Ouais. Il y en a beaucoup qui ont vu ça comme le moyen de pouvoir donner de la respiration, donner un peu plus de contexte, un peu plus de soins à cette REP qu'on essaye de travailler, qu'on travaille depuis de nombreuses années finalement. C'est un travail continu jusqu'à 2027 et puis il y aura sûrement d'autres REP dans le futur. Ouais. Il y en a beaucoup qui appellent ça aussi un pas en arrière, le moratoire. Ouais. Comment vous le voyez, vous? Est-ce que c'est plus une voie de respiration ou un pas en arrière ou le moyen de reprendre sur des bonnes bases? Je pense qu'il y a eu une incompréhension. Le moratoire, c'est certainement pas un arrêt de la REP. C'est tout sauf ça. C'était de dire on arrête d'avancer trop vite et on ralentit le rythme pour vraiment justement prendre le temps de bien construire cette filière REP. Ça allait beaucoup trop vite. Nous, chez Ecominero, on n'a absolument pas du tout arrêté le service. On est dans la continuité du service et pour nous, on fait un point d'honneur à honorer tous nos contrats. C'est un engagement très important pour toute la filière minérale de ne pas lâcher nos partenaires. Donc ça, c'était le leitmotiv et on était vraiment soutenus là-dessus par tous nos donneurs d'ordre, qui sont les fabricants de matériaux de la filière minérale. Surtout, on continue et on ne lâche pas, on ne fait pas des communications du jour pour le lendemain. Donc ça, nous, sérieux, continuité et donc l'effet moratoire, pour l'instant, nous, on n'a rien arrêté du tout. Et surtout pas, et on ne veut pas le faire. Donc on veut continuer, comme on a toujours fait, respecter le cahier des charges scrupuleusement. Et en revanche, bien évidemment, on travaille avec les parties prenantes pour voir comment on peut le faire évoluer. L'évolution du cahier des charges, elle devrait arriver en 2026, si tout se passe bien. Alors, avec les évolutions de gouvernement qui ont lieu en ce moment, c'est vrai que ça va ralentir le process, c'est certain. Mais donc, en 2026, on va changer de cahier des charges. On va changer justement la manière de procéder avec la REP PMCB. On va revenir sur la gratuité de la reprise pour certains types de flux. Et ce qui va permettre de réduire la charge. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est en accord avec tous nos partenaires,
On va revoir pour 2026 nos modalités de soutien pour rééquilibrer tout ça, tout en restant vraiment scrupuleusement dans le cahier des charges actuel de la REP PMCB. Est-ce qu'on n'est pas face à une mise à jour finalement de cette REP qui a été mise en place depuis des années et ce qu'on a imaginé en 2023, en 2024, en 2025 n'est plus adapté au contexte actuel? Est-ce que c'est pas une REP 2.0 qu'on voit naître en 2026? Ah bah si, complètement, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est la REP 2.0. C'est en fait, on revient un peu à l'idée d'origine de la REP, qui était de mettre en place un système pour éviter les dépôts sauvages. Et en fait, c'était ça, c'était qu'en fait, on disait, pour éviter les dépôts sauvages, il faut proposer aux plus petits détenteurs de déchets, ceux qui sont les moins organisés, on va dire, une solution facile et de proximité et gratuite pour qu'ils n'aient pas de questions à se poser, qu'ils puissent aller poser leurs déchets facilement et au lieu de les balancer dans la nature. Donc en fait, au lieu de s'orienter vers la quantité, vraiment les gros chantiers de démolition qui sont hyper bien gérés, hyper bien organisés, orientons-nous plus vers là où il y a vraiment les besoins en allant proposer des solutions de facilité pour les petits détenteurs de déchets qui sont les ménages et les artisans. Et comment justement on favorise cette adaptation à ces petits acteurs, ces petits artisans qui sont quand même la majorité du secteur finalement? Oui. Comment on fait en sorte que cette REP qui était au début mal comprise, ensuite un peu mieux comprise et des fois mal communiquée, comment on arrive à faire de la pédagogie encore en 2025, en 2026 auprès de ces acteurs pour à la fois éviter le dépôt sauvage mais aussi pour favoriser une reprise des déchets, puisque le vrai but de cette REP n'est pas forcément économique, mais il a des valeurs plutôt écologiques Bien sûr. Et de durabilité. Ouais. Comment on arrive à faire ce travail de pédagogie auprès de ces acteurs-là? Il faut continuer à faire de l'information, de la sensibilisation, de l'éducation au tri. C'est des dizaines de milliers d'artisans et puis 68 millions de Français sur lesquels il faut réussir à communiquer. Aujourd'hui, il faut qu'on arrive à développer des campagnes de communication qui touchent ces populations-là. Donc typiquement, ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est hyper utile parce que ça va sur les réseaux sociaux et ça touche beaucoup de monde. Et c'est là-dessus qu'on va vraiment s'orienter. Et en parallèle, il faut qu'on développe davantage de points de collecte de proximité. Et donc là, nous, on s'est très fortement engagé sur la filière inerte pour continuer le déploiement des contrats avec les collectivités territoriales pour que toutes les déchetteries publiques de France soient bien en contrat avec Ecominero, qui permettra vraiment d'avoir des points de collecte partout sur le territoire pour les ménages. Et après, les déchetteries publiques, elles servent de relais dans certaines régions de France où il n'y a pas encore de déchetterie pour les professionnels. Donc pour l'instant, tant qu'il n'y a pas de déchetterie pour les professionnels, c'est la déchetterie publique qui joue le rôle de relais. Et puis nous, va falloir, alors là ça va être beaucoup plus long, ça va falloir qu'on aide des acteurs locaux à développer des solutions de collecte régionales, locales, dans les zones où pour l'instant il n'y a pas de solution. Donc là, il va falloir qu'on travaille encore, mais là c'est un travail de fond qui va prendre beaucoup de temps parce que nous, notre principe chez Ecominero, c'est qu'on n'est pas directement opérationnel, c'est qu'on travaille toujours avec les acteurs locaux en soutien financier. Là, on voit beaucoup, depuis le début de cet entretien, on voit beaucoup d'actions qui sont faites par ceux qui sont vraiment au cœur de la REP. Donc il y a les artisans qui ont mis beaucoup de leur investissement, que ce soit par l'éco-contribution, par les différentes réunions aussi qui ont été faites par des acteurs de fédérations comme la FFB, comme la CAPEB, qui vont venir présenter aux artisans. Pour autant, il y a un autre acteur qu'on cite et qu'on voit partie prenante, mais en même temps qui est souvent mis en cause, notamment par les fédérations, c'est l'État. Quelle est pour vous sa position actuellement sur la REP et comment on peut faciliter dans un contexte qui est quand même compliqué, comme on l'a dit, il y a une instabilité au niveau des gouvernements, les ministres dédiés à cette REP changent ou sont mis, les budgets sont mis en suspens. Comment on fait en sorte que l'État soit un peu plus moteur sur ce sujet-là? Parce qu'il y a la moitié de la REP qui est tributaire de l'État. Comme vous l'avez dit, les déchetteries qui sont publiques, c'est des acteurs locaux, les collectivités territoriales. Comment on accompagne aussi ce grand acteur, ce grand mastodonte finalement de la REP à être plus moteur, on va dire, et être un peu plus efficient sur ce sujet-là? En fait, l'État, on est en train de travailler dans le cadre de la concertation avec toute une discussion avec toutes les parties prenantes, toutes les fédérations, celles que vous avez citées, la FFB, la CAPEB, les associations d'élus, toutes les associations qui représentent les fabricants de matériaux, la FEDEREC, FNAD, tout le monde est autour de la table
Et on est en train de rédiger un consensus, en tout cas de toutes les positions, qu'on va soumettre à l'État. Et l'État va devoir trancher justement pour rédiger un nouveau cahier des charges qu'ils devront publier en 2026. Le maître mot en fait, qu'on dit, c'est qu'il faut rendre soutenable cette REP, donc en réorientant les flux financiers vers ce qui a vraiment de l'intérêt et de l'importance, et aussi de la simplicité. Et donc il faut qu'ils nous aident à être beaucoup plus simples sur justement comment expliquer la REP, et aussi qu'on ait des objectifs beaucoup plus, je dirais, rationnels et un peu moins ambitieux, parce qu'en fait on est sur la plus grosse REP qui puisse exister, le bâtiment. C'est en termes de quantité de déchets, de nombre d'acteurs, c'est la plus grosse REP qui a jamais été mise en place. Et on nous a demandé que tout soit opérationnel en 3 ans. C'est impossible. Donc en fait, il faut nous laisser plus de temps, co-construire. Alors nous, ce qu'on propose typiquement, c'est que tout le schéma de points de collecte soit travaillé avec tous les conseils régionaux, donc les élus, mais plutôt locaux, qui connaissent très bien leur territoire. Et en fait, une solution qui peut marcher dans une région ne sera pas la même qui va marcher dans une autre région. On n'a pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes tissus économiques, c'est pas du tout les mêmes réalités du bâtiment. Dans une région qui est très rurale, où il y a beaucoup moins d'habitants, il y a beaucoup moins de chantiers de démolition, il y a beaucoup moins de construction. Donc il n'y a pas besoin d'équiper autant ces régions-là que d'autres, ou ultra denses, ultra urbaines, comme on va prendre la région parisienne, où là, ça n'arrête pas. Et donc là, il faut beaucoup de points de reprise, beaucoup de points de collecte et beaucoup de bien-être adapté pour s'adapter à l'activité économique de cette région. Donc voilà, donc il faut vraiment qu'on ait des dispositifs qui soient très très adaptés. Alors je ne parle pas des Dromcom où là on travaille vraiment de manière très très spécifique pour vraiment être adapté à l'enjeu local. Donc voilà, il n'y a pas une solution unique. Le bâtiment il est très très différent d'une région à une autre. Il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on prenne compte de ça et se dire effectivement on construit en partenariat main dans la main. Avec des contrats clairs entre nous et notamment avec l'État, et on se revoit régulièrement pour voir qu'est-ce qui a bien marché et qu'est-ce qu'il faut améliorer, mais pas qu'on soit dans une relation, je dirais, donneur de leçons et mauvais élèves, mais plutôt dans une relation de co-construction partenariale pour essayer justement d'arriver au bout de la REP. La REP aujourd'hui, moi j'en tire vraiment un bilan qui est incroyable, c'est qu'on a atteint nos objectifs dans un délai ultra court, en moins de 3 ans. Le filière du bâtiment est hyper demandeur. Les matériaux, aujourd'hui, tout le monde a tout à fait conscience que ce sont des ressources et certainement pas des déchets. Et donc, il faut rien lâcher et surtout, rassurer tout le monde, la REP PMC, elle va continuer. Donc, il y a certains mauvais messages qui passent. Il faut aller au-delà de ça et continuer à fond avec l'économie circulaire. Et en faire quelque chose en 2026, un cahier des charges plus souple, qui ne soit pas fermé et uniforme pour l'ensemble du territoire, que ce soit ici en métropole et aussi dans les Drom-Tom, en effet où les enjeux sont complètement différents. Ouais. Des régions où il y a beaucoup de carrières, où il y a du minéraux, où il y a énormément de déchets inertes qui sont produits, vont pas avoir les mêmes demandes. Et je pense qu'il y a peut-être aussi ce sujet-là à faire remonter, c'est en effet partir, au lieu de partir de l'État global France territoire, aller plutôt voir les régions et faire remonter et ensemble créer quelque chose qui soit vraiment à juste milieu pour que chaque acteur ne soit pas lésé et chaque acteur puisse être moteur sur ce sujet, parce qu'au final, s'il y a du tri, si la collecte et la REP fonctionnent comme il faut, ça va être porteur à la fois pour l'État, puisque économiquement ça va rendre le bâtiment un peu plus durable et donc moins pollueur, ça va coûter moins cher à dépolluer. Enfin, il y a énormément de buts à long terme qui vont être non imputés à l'État dans le futur. Et ça va aussi permettre à des acteurs locaux de travailler main dans la main avec les éco-organismes et créer une dynamique territoriale dans un moment où le bâtiment a besoin de justement quelque chose de solidaire et non plus uniforme. Voilà, il faut sortir de la contrainte pour vraiment aller dans l'économie circulaire. Et l'économie circulaire, elle marche si tout le monde y trouve un intérêt. Aujourd'hui, les matériaux, ça a de la valeur, c'est un enjeu de souveraineté aussi pour notre pays, hein. Et surtout de protéger les ressources non renouvelables. Et donc ça, c'est vraiment clé. Donc il ne faut rien gâcher, il ne faut pas plus de déchets et voir que des ressources et d'économie de la ressource. Et se dire qu'on va tout construire ensemble, territorialement, en fonction des enjeux locaux. On avait à l'époque placé 2027 comme date bilan de cette REP.
2026, ça va aussi être un virage, on va dire, Ouais, un important. nouveau départ. Oui. Est-ce que ça va pas mettre aussi en péril les objectifs qui étaient donnés à 2027 ? Comment on va faire que cette REP PMCB fixée à 2027 sera un succès ? Est-ce qu'on va devoir la prolonger ? C'est quoi votre point de vue là-dessus ? Qu'est-ce qui fera le succès de la REP ? En fait, 2027, c'était juste la fin de l'agrément actuel. En fait, dans la REP, généralement, les cahiers des charges, ils durent 5-6 ans. Et donc, il s'était calé sur cette date de 2027 pour la fin de l'agrément actuel. Mais de toute façon, après, les éco-organismes redemandent un agrément et c'est reparti pour 6 ans. Donc, c'était une date qui avait été donnée au début. Finalement, le bilan, on va le faire plus tôt. On va le faire dès 2026. Et je pense que même après, on va nous demander de refaire une demande d'agrément. On ne va pas nous réagréer que pour 1 an. Donc, si ça se trouve, après, on va être réagréé pour 6 ans complémentaires. Il y a même des études au niveau justement de l'État qui disent que finalement, ces cycles d'agrément de 6 ans, ça n'a pas beaucoup de sens. Qu'il faudrait peut-être mieux prévoir des bilans plus réguliers et pas à chaque fois refaire des dossiers de demande d'agrément qui sont très administratifs, quoi. Nous, en France, on aime bien tout ce qui est un peu les dossiers administratifs. Peut-être que ça, c'est des choses dont on pourrait se passer et plutôt se dire faisons des points réguliers avec tous les acteurs de la filière pour finalement ne pas attendre 6 ans pour justement réajuster ce qui doit l'être. Et là, c'est très bien, on a commencé en 2023. On va faire un reset, une V2 dès 2026. Au bout de 3 ans, 3-4 ans, c'est très bien. Et après, redonnons-nous rendez-vous tous les 3 ans. Moi, je trouve ça serait bien de dire comment on réoriente la filière pour avoir plus d'efficacité. Parce qu'en fait, c'est pareil, les éco-contributions, c'est précieux, c'est l'argent de tout le monde. Donc, il faut qu'elles soient utilisées au mieux. Et plutôt, partons de ce dont on a à disposition pour finalement agir vraiment là où ça a du sens. Le maître mot de tout ça, c'est transparence. Transparence entre l'État, les éco-organismes, les fédérations, transparence entre les artisans qui sont éco-contributeurs, transparence entre les producteurs pollueurs qui aussi, eux, ont vu leurs éco-contributions augmenter ou s'ajuster en fonction de leur volume. Le but de tout ça, c'est de faire en sorte que tout le monde puisse repartir à nouveau dans une REP durable et soutenable. C'est ici à Polytech qu'on arbore ce sujet. On est au 2e jour, vous avez dû voir passer beaucoup de monde déjà. Oui. C'est quoi les retours que vous avez là en visuel ? Qu'est-ce qu'ils vous disent les gens qui viennent vous voir ici sur Ecominero de cette REP ? Est-ce que vous avez justement ces retours terrain qui viennent jusqu'à vous ? Sur la filière minérale, on a des retours hyper positifs en fait. Tout le monde est très content de comment ça fonctionne. Le mode de fonctionnement est vraiment plébiscité. Je suis plutôt content d'entendre aussi de dire que l'éco-contribution, aujourd'hui, elle est acceptée, elle n'est pas du tout remise en cause et le système éco-minéraux, il est vraiment pour moi pérenne et au bon niveau. Il faut continuer. Voilà, et tout le monde un peu déplore la situation actuelle de flottement qui a pu être mis en œuvre à cause de cette annonce de moratoire. Et en fait, moi, ça me redonne énormément d'énergie pour aller vraiment vers l'avant et puis me dire on a vraiment tout notre rôle à jouer et cette économie circulaire, tout le monde l'attend. Et c'est vraiment source d'espoir pour l'avenir du bâtiment. Et si on avait un mot à garder de cet entretien, on arrive bientôt à la fin. C'était hyper intéressant d'avoir cet acte de transparence d'un éco-organisme au cœur du réacteur de cette REP PMCB. Ouais. Quel serait ton mot, François, pour conclure cet entretien ? On continue et on n'arrête pas surtout. Ce qui est important, c'est que l'économie circulaire, elle s'installe durablement dans l'économie globale du bâtiment. Donc on continue et on va atteindre tous nos objectifs, c'est certain. Et si vous avez des questions sur cette REP, n'hésitez pas à vous rapprocher des éco-organismes, des fédérations et de toutes ces personnes qui vont vous répondre. Et on se retrouve très très vite, quant à nous, pour réveiller de nouveau le BTP. Merci François. Merci beaucoup. Merci Nicolas. J'espère que tu as apprécié cet épisode enregistré sur le stand Ecominero à Polytech. Il était essentiel pour nous de revenir avec Ecominero clarifier certaines choses 1 an après la gratuité totale de reprise des déchets. Si tu as apprécié l'épisode, n'oublie pas de t'abonner et de laisser 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. On se retrouve très vite pour réveiller de nouveau le BTP.